Merci beaucoup pour l'invitation à ce colloque. Je suis vraiment très très heureux d'être ici parmi vous, à la fois pour la qualité de l'accueil, mes collègues hier l'ont déjà souligné, mais aussi je pense pour l'opportunité que cela donne, je dirais, de pouvoir discuter dans un contexte relativement proche et avec beaucoup de liens d'une problématique qui, d'une certaine manière, en Europe, est relativement difficile encore à discuter, même si le domaine de l'éthique s'est considérablement déployé un peu dans tous les pays européens, avec des modalités un peu différentes. Mais je me retrouve ici et depuis les différents exposés, véritablement ravi de pouvoir aborder une série de questions qui sont d'une certaine manière mon quotidien. Donc merci vraiment pour cette opportunité de discuter et j'espère que mon intervention suscitera encore pas mal de questions et de réflexions parce que c'est d'ailleurs un peu vertigineux avec les différents types d'exposés. On a une série de couches de questions qui s'accumulent, qui sont peu banales en passant par la recherche, l'intervention, etc. Donc, alors l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui est largement effectivement inspiré de cette récente publication dans le journal international de bioéthique et qui, je dirais, effectivement réfléchit autour du passage de l'éthique clinique à l'éthique institutionnelle ou l'institutionnalisation de l'éthique. Alors je vais essayer de vous dire un peu à partir d'où et pourquoi intituler à la fois cette livraison du Journal international de bioéthique de l'éthique clinique à l'éthique institutionnelle et cette intervention ici pour une conception intégrative de l'intervention éthique en institution. Alors, dans ce que je vais vous dire, quelques mots d'introduction mais qui sont déjà quasiment faits. Ensuite, un peu à l'instar des précédents intervenants, une rapide présentation de mon parcours, parce que je pense que ça permet de comprendre un petit peu la manière dont j'aborde ces choses. Ensuite, quelques mots, on en a discuté assez bien hier, j'apporterai ma pierre à l'édifice de cette difficile approche de l'éthique, pour ensuite rentrer, je dirais, dans le vif du sujet à travers alors la question du cadrage théorique, et vous verrez comment j'introduis cette question, avec, si possible, deux illustrations. Je pense qu'il sera plus raisonnable de n'en faire qu'une, et un petit rapide retour sur la question alors de l'intervention qui est au cœur de cette conférence et de mes réflexions et de celles de mes collègues. Donc, en guise d'introduction, donc véritablement, enfin, ce qui sous-tend cet exposé, c'est effectivement le passage de l'éthique clinique à l'éthique institutionnelle. Et vous verrez que ce titre est en fait sous-tendu par une expérience collective que nous menons depuis... enfin, il y a déjà un certain nombre de personnes qui l'ont menée avant moi au Centre d'éthique médicale de Lille et qui justifie cet intitulé. Avec, je dirais, diverses déclinaisons, et en cela je me rapprocherai en partie de l'exposé de Bruno Leclerc sur la généalogie, en quelque sorte, d'un certain nombre de modalités d'intervention en lien avec les théorisations que l'on peut trouver en éthique, et en particulier en bioéthique ou en éthique médicale, ce qui est mon domaine plus particulier, même si ces dernières années, j'étends un tout petit peu le champ de préoccupation un peu au-delà de la médecine au sens strict pour m'ouvrir à la question du, comme on dit en France, médico-social ou du domaine social. Et effectivement, ce qui sous-tendra et qui sera un peu le fil conducteur, c'est l'idée à la fois d'une nécessaire pragmatisation de l'approche de la démarche éthique d'une part, et d'autre part cet enjeu qui est un peu, je dirais, commun pour nous tous, d'intégration de ces démarches éthiques dans un contexte institutionnel. Alors on l'a redit, je suis au départ juriste de formation, sans doute assez bien déformé par cette formation. Et je pense d'une certaine manière que c'est à travers ces lunettes-là que j'en suis venu progressivement à l'éthique, même si j'avais poursuivi concomitamment une formation en philosophie.
mais que d'une certaine manière, c'est la pratique du droit dans le domaine de la médecine et du droit social, et en cela, je me rapproche fort, je dirais, de la biographie ou du parcours d'André Lacroix, qu'André Lacroix rappelait hier, d'une certaine insuffisance ou insatisfaction à l'égard du mécanisme de régulation que constitue le droit pour aborder les relations et la relation de soins. Et donc, cette insatisfaction ou ces interrogations sont venus s'approfondir lorsque, dans le cadre d'un projet de recherche sur l'application ou les enjeux pour les personnes âgées du droit médical, j'ai pu me rendre compte là de l'écart et de la difficulté de pouvoir penser adéquatement cette relation ou cet accompagnement des personnes âgées dans le cadre de la médecine et du soin et de l'instrument juridique, même si on pouvait trouver, je dirais, dans ce domaine, des phénomènes intéressants d'interprétation relativement étendue du droit pour essayer de rejoindre la situation particulière de ces personnes, notamment autour de la question de l'information et du consentement, qui, d'une certaine manière, sont au cœur de la relation, tant sur le plan juridique qu'éthique, même si sur le plan éthique, je pense que cette formalisation de l'information et du consentement prennent, je dirais, une couleur et une particularité tout à fait importante et spécifique. Alors ce travail m'a conduit par ailleurs à réfléchir à la question liée à cette époque de manière assez, notamment avec mon collègue Pierre Boite, qui lui a aussi réalisé une recherche sur la question de l'allocation des ressources et des théories de la justice en matière dans une société vieillissante, à réfléchir à la question de l'allocation des ressources en santé, et donc de passer d'une certaine manière d'une vision micro de la relation de soins à une relation macro ou une approche macro des systèmes de soins, en développant une réflexion sur effectivement la gestion des contraintes économiques dans ce système et en tentant de mener une réflexion sur la manière dont on pouvait aborder cette question, je dirais, dans une approche plus juridique d'une certaine manière, ou en tout cas à l'articulation du droit et de la philosophie, en se rendant compte d'une certaine manière que la plupart des propositions que pouvait faire la philosophie politique rencontraient d'énormes difficultés à trouver une application concrète et pratique dans les pratiques et dans les modes de régulation. Et donc, m'invitait à réfléchir véritablement sur le type de régulation, ou la conception de la régulation et du rôle que le droit pouvait jouer dans ce genre de système, en rencontrant avec les collègues du Centre de philosophie du droit cette question de l'application de la norme, et pas uniquement ce sur quoi généralement on se focalisait, la question de la justification de la norme. Et aujourd'hui encore, je pense qu'en éthique tant qu'en droit, la question, d'une certaine manière, a tendance à se refermer sur la question de la justification des normes, avec une considération insuffisante pour la question de l'application. Dans un domaine comme celui de l'allocation des ressources en matière de santé, effectivement, les effets sont, je dirais, soit catastrophiques sur le plan budgétaire, soit catastrophiques, et Gilles l'évoquait hier, avec notamment les systèmes de financement par pathologie qui sont venus remplacer les systèmes de financement à l'acte et qui ont généré des pathologies, si je puis dire, de l'accès aux soins correspondantes au mode de rationalisation spécifique qui sous-tendait cette manière d'aborder la pratique médicale. Donc, je dirais, cette préoccupation pour la question de l'application m'a conduit, après quelques détours, à me rapprocher, je dirais, à revenir à la question micro, d'une certaine manière, que j'avais quittée dans le cadre du droit médical, mais par le biais, cette fois-ci, de l'éthique médicale, en arrivant au début des années 2000 au Centre d'éthique médicale, je dirais, pour une double raison. D'une part, mon intérêt pour les transformations et les évolutions du système sanitaire, du système de soins français qui évoluait vers une forme de territorialisation des politiques de santé dans un système, je dirais, d'allocation de ressources relativement bismarckien, je dirais, à l'instar des pays limitrophes comme l'Allemagne ou la Belgique.
et donc d'une possibilité, me semblait-il, d'évolution des politiques publiques en matière de santé, d'une part, et d'autre part, un intérêt tout à fait particulier pour la démarche assez particulière du Centre d'éthique médicale, qui, je dirais, presque dans un grand écart en ce qui me concerne, s'intéressait, je dirais, à l'éthique clinique dans, je dirais, dans ce qu'elle a de plus clinique, c'est-à-dire effectivement une réflexion au lit du patient, comme disent les États-Uniens, je dirais, sur des situations cliniques particulières. Et l'approche développée, c'est l'approche particulière développée dans le cadre de ce centre qui m'a conduit, ou qui a conduit assez naturellement d'ailleurs mes prédécesseurs, ceux qui avaient initié cette réflexion, notamment Bruno Cadoré, à la question de l'organisation, parce que cette approche qui se voulait, dont je vous dirai quelques mots juste après, contextuelle, contenait d'une certaine manière les ferments d'une prise en compte de l'organisation. Alors plus récemment, et ça fait lien avec la discussion finale qu'on a eue juste avant la pause, j'ai été amené à m'intéresser dans une ouverture, je dirais, du médical vers le médico-social et le social, plutôt à des questions liées à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc on rejoint la discussion qu'on avait juste avant, et qui alors accentue ce retour, je dirais, du micro vers le macro, avec un rôle tout à fait spécifique des institutions et de la transformation des institutions, et notamment de la problématique de la désinstitutionnalisation dans ce secteur, en lien, et particulièrement en France, après le fameux arrêt Perruche et l'adoption d'une loi en 2005 sur le handicap, du développement d'une vaste politique publique en matière de handicap, sous-tendue par l'idée effectivement de participation sociale de ces personnes. Ce qui transforme aussi, c'est une discussion qu'on a eue à l'époque avec Gert, qui s'est intéressé à ces questions, qui transforme fondamentalement aussi la perspective des politiques publiques et des questions de justice sociale dans le domaine du handicap, puisque effectivement la finalité, la visée, devient la participation sociale de ces personnes, remettant par là en cause certaines conceptions de la justice en termes uniquement de transfert de biens, et notamment le rôle fondamental que joue dans ce débat un auteur comme Amartya Sen, avec sa notion de capacité et donc d'articulation dans un processus de production du handicap entre les capacités de l'individu et l'environnement plus ou moins capacitant de cet individu. Et donc, cette dernière étape de la recherche nous incite effectivement à tenter de relier véritablement les trois niveaux d'enjeu d'une problématique comme celle-là, mais je pense que dans le domaine de la santé, même si elle a tendance à être enclavée plus spécifiquement sur la relation de soins, nous invite à pouvoir articuler mieux les niveaux du micro, méso, macro, dans une réflexion intégrée à ces trois niveaux. Alors, après ce large panorama qui explicite un tout petit peu la trajectoire ou le trajet que je voudrais faire avec vous, je voudrais revenir un instant à la notion d'éthique. Alors, moi-même et un certain nombre de mes collègues, nous sommes à Lille et la question identitaire, elle a bien posé tant en termes de nationalité, puisque dans le centre d'éthique médicale, nous sommes au sens strict du terme 3,5 belges et 3,5 français. Donc, il y a là déjà une distinction et par ailleurs de plusieurs disciplines. Et donc, les discussions qu'il y avait entre Luc et Lise sur la question des modalités de publication, des enjeux disciplinaires et de l'interdisciplinarité sont vécues, je dirais, largement. Mais d'une certaine manière, une influence assez commune que nous avons et que nous avons importée en France, mais ils avaient déjà pas mal d'ouverture à Lille sur cette question, qui a été un peu notre professeur et notre maître à penser, à savoir Jean Ladrière,
philosophe belge des sciences et de la technique, mais qui a développé une pensée tout à fait générale et notamment une pensée de l'éthique dont on peut retrouver l'essentiel des fragments dans un ouvrage qui s'intitule « L'éthique dans l'univers de la rationalité ». Définit ou approche l'éthique comme une dimension de l'existence humaine. Et donc c'est effectivement l'éthique est une recherche où s'articule à la recherche de sens de l'individu. C'est avant tout une expérience subjective qui s'effectue dans le cadre de rapports humains à la recherche d'un bien commun. On est dans ce cadre-là assez proche de la fameuse définition de Ricoeur également, qu'on discutait encore juste avant la pause. Et dans ce cadre-là, la réflexion éthique, selon Jean Ladrière, s'attache et se structure à partir d'ailleurs de ses réflexions sur les technosciences et sur le développement des technosciences, à partir d'une notion de déstabilisation de l'éthique. Alors, c'est une notion qui nous influence beaucoup et qui, je pense, permet de mettre un peu en lumière la manière aussi dont nous avons cheminé autour de la question de l'éthique, parce que, disons, dans une approche relativement anthropologique des enjeux de l'éthique, ce que Ladrière met en avant, je dirais, à travers cette notion de déstabilisation de l'éthique, en ouvrant, me semble-t-il, de manière extrêmement large le spectre de ce qui correspond aux enjeux éthiques, c'est une déstabilisation de trois grands champs anthropologiques que sont la corporéité, le rapport au corps, particulièrement dans le cadre de la médecine, le rapport à l'altérité, aux autres, et le rapport au temps. Et donc, effectivement, ce que la technoscience vient bousculer d'une certaine manière, c'est fondamentaux, non pas en tant qu'ils indiquent en tant que tels directement une orientation pour l'action, mais bien en tant qu'ils perturbent des grands registres sur lesquels les individus ont l'habitude de se représenter et d'interagir. Ce qui, effectivement, ouvre très largement le champ de l'éthique, et particulièrement ouvre le champ de l'éthique, et c'est la conception qu'en ont développé notamment Jean Ladrière, mais aussi un autre philosophe belge de la technique qui s'appelle Gilbert Ottois, une conception très large, non seulement de l'action, qui étymologiquement est, je dirais, la signification même de l'éthique, mais en ouvrant la réflexion éthique à, je dirais, l'action dans toute son ampleur, et à commencer par un enjeu de compréhension, c'est-à-dire, effectivement, et l'interdisciplinarité, me semble-t-il, aujourd'hui aussi, l'interprofessionnalité se joue là, c'est-à-dire qu'il y a matière à comprendre les enjeux entremêlés dans des situations complexes, et donc, d'une certaine manière, la démarche éthique commence quasiment par une démarche cognitive avant même d'être une démarche évaluative, et en principe se suit, si on veut, je dirais, faire droit sérieusement à la notion d'éthique, à la question de l'engagement, c'est-à-dire de la transformation pratique du jugement ou de la norme. Et on retrouve là la question tout à fait importante de l'application. Donc si on veut effectivement prendre au sérieux la signification de l'éthique en tant qu'elle s'adresse à l'action humaine dans l'ensemble de ses dimensions, il faut considérer ces différentes, alors qui ne sont pas nécessairement, je dirais, articulées dans cet ordre-là toujours, et il y a des processus itératifs, mais un enjeu de compréhension, un enjeu d'évaluation et un enjeu pratique d'engagement. On peut dire alors d'une certaine manière, et on rejoint là effectivement, et vous le verrez dans la suite de mon propos, des enjeux du pragmatisme, qu'une démarche éthique, et j'entends et j'utilise volontairement ici la notion de démarche éthique et pas simplement de réflexion éthique, parce qu'il s'agit d'une démarche pratique qui consiste à mettre en mouvement un certain nombre d'individus, de dispositifs, de réflexion, mais aussi d'expérimentation. C'est une démarche collective, le plus souvent, d'acteurs visant à élucider le trouble qui vient perturber leur expérience et leur expérience commune, en vue de restaurer d'une certaine manière les conditions d'une action commune
Et en ce sens, me semble-t-il, le pragmatisme a quelque chose de véritablement fondamental et pertinent, c'est-à-dire de pouvoir réarticuler dans un respect mutuel la dimension individuelle et la dimension collective de l'action. C'est ce qui est un enjeu fondamental, me semble-t-il, pour le pragmatisme qui se revendique d'un courant libéral, mais au sens précisément où les institutions, où le commun est là au service de l'émancipation des individus. Et c'est comme ça qu'il y a lieu de penser le rapport entre individus et collectivité. Alors dans ce cadre-là, effectivement, la bioéthique, par exemple chez Gilbert Ottois, se définit comme un ensemble de recherches, de discours et de pratiques généralement pluridisciplinaires, ayant pour objet de clarifier ou de résoudre des questions à portée éthique, et on retrouve le titre de la conférence, suscitées par l'avancement et l'application des technosciences. Et on voit là effectivement un des troubles, je dirais, paradigmatiques, pour reprendre les propos de Lise Langlois, par rapport au statut de l'éthique. Je pense que se joue là un nouveau rapport entre la théorie et la pratique, relativement inédit, et qui provoque aussi la difficulté de classer et de déterminer le type de production et de démarche et de savoir qui peuvent résulter de ce genre de démarche. C'est comme ça, je dirais, notamment que dans la foulée, Marc Mascal, que je dirais dans un de ses derniers ouvrages, qualifie ce qu'il appelle la transformation de l'éthique et l'originalité de l'éthique contemporaine, qui est fondamentalement articulée à un versant interventionniste et à un rapport à l'action. Il s'agit, je dirais, de faire de l'éthique, dans le fait qu'elle s'est donné un cadre de réflexion dans lequel la production intellectuelle, qui n'est plus, je dirais, ciblée de manière stricte et préférentielle, est remise en tension à travers l'expérimentation sociale dans des processus collectifs, et donc il y a lieu, et je pense que c'est l'objet de nos réflexions ici depuis un jour et demi, de saisir ce champ pratique dans sa dynamique évolutive et dans le rapport entre les productions intellectuelles et l'expérimentation auquel ces démarches éthiques donnent lieu. Donc, dans ce cadre-là, les productions discursives, pour reprendre la définition d'Ottois, ne sont qu'un aspect des choses. Il y a lieu donc de s'impliquer pour trouver des solutions à l'égard de situations concrètes qui posent problème, et je pense que la notion de situation concrète ici est tout à fait importante. Et la réflexion à propos de cette implication constitue d'une certaine manière la spécificité de cette situation sur le plan d'une épistémologie de l'action collective. Et on retrouve là nos questions sur la retenue, qu'on pourrait, je dirais, développer encore à côté de la retenue axiologique. On pourrait parler de retenue cognitive ou de retenue praxéologique, sur la nécessaire réflexivité de l'intervention elle-même, et enfin, même pour certains, sur la question du retrait, puisque l'idée, pour un certain nombre, consiste à dire qu'une intervention éthique réussie serait une intervention dans laquelle, effectivement, l'intervenant, d'une certaine manière, pourrait se retirer en laissant, je dirais, un dispositif et une démarche pérenne dans le champ dans lequel il est intervenu. Donc, si vous voulez, ce type de cadrage et cette appréhension de l'éthique comme un champ pratique évolutif me conduit à pouvoir mettre en exergue d'une certaine manière ce que j'ai appelé un cadrage théorique. Et ce cadrage théorique, j'utilise cette notion de cadrage théorique pour justement manifester ce qui me semble une spécificité de ce champ, c'est la mise en tension permanente entre la production intellectuelle et l'expérimentation sociale dont l'éthique est l'objet. Donc je pense que l'on peut mettre en perspective, d'une certaine manière, et dans certaines publications, j'ai tenté de faire cette démonstration,
l'évolution des modes d'intervention en éthique et les théorisations et l'évolution des théorisations en la matière. Alors je pense de ce point de vue-là, effectivement, que la bioéthique et la profusion d'initiatives dont elle a donné lieu, notamment dans le monde anglo-saxon et en particulier aux États-Unis, constitue un champ d'appréhension de cette évolution assez intéressant. On peut, et je vais rapidement ici, caractériser cette évolution comme étant une bioéthique se développant d'abord et avant tout à travers la notion de comité, mis en place, je dirais, au départ et à l'origine, pour tenter de réguler les dérives en matière d'expérimentation et de développement technoscientifique, pour être d'une certaine manière, dans un second temps, en tout cas de manière assez caractéristique aux États-Unis, remis en cause par ce qu'on peut appeler le mouvement de l'éthique clinique, lui-même interrogé par, je dirais, sur base d'un certain nombre de ses insuffisances au profit du développement de ce qu'on appelle toujours aux États-Unis l'éthique organisationnelle, et je me méfie de ce terme parce qu'il est porteur effectivement parfois d'un certain nombre d'ambiguïtés. Pour déboucher aujourd'hui, et on en a parlé aussi avec la question de la participation sociale, sur une réflexion en termes d'éthique globale, notamment avec des enjeux tout à fait importants, par exemple, de la migration des soignants, qui dans des pays de l'Est comme la Roumanie, par exemple, constitue à peu près 80% des migrations des soignants, et des questions absolument faramineuses sur la manière même de concevoir ou d'établir ou de construire un système de santé, un système de soins dans un pays comme celui-là. Donc je pense effectivement qu'il y a eu une évolution dans les modes d'intervention qui ont conduit d'une certaine manière, dans des boucles récursives ou rétroactives, à transformer aussi la manière d'envisager de l'éthique. On a débuté, ce mouvement a débuté d'une certaine manière à partir d'une forme d'inquiétude sociale à propos du développement technoscientifique, par l'idée qu'on allait pouvoir développer, c'était un peu l'idée de Potter, non pas Harry, mais je dirais un scientifique américain des années 60, de pouvoir construire un nouveau savoir de la vie, d'une certaine manière, du bios, qui permettrait d'éviter les écarts et les problématiques liées au développement technoscientifique. Cette approche s'est vite révélée, je dirais, d'une certaine manière une impasse, même si elle a eu une certaine postérité dans une réflexion philosophique plus théorique, notamment en philosophie de la médecine ou en philosophie des soins, pour être, je dirais, reprise par une démarche beaucoup plus pratique à travers le développement des comités d'éthique et des consultations d'éthique clinique, supportées notamment par un certain Elegers à Washington, qui, je dirais, dans un débat avec Potter, a mis la bioéthique d'une certaine manière sur un registre beaucoup plus pratique. La première forme d'intervention ou de formalisation ou d'institutionnalisation de l'éthique a été le comité d'éthique comme lieu cardinal, comme lieu de développement de la réflexion des questions éthiques qui se posent, comité d'éthique hospitalier de plus en plus dans le domaine des soins, avec une composition pluridisciplinaire qui se veut pluridisciplinaire et plurielle, pour donner un certain nombre de lignes directrices concernant la pratique, et développer aussi, et c'est là qu'il faut être prudent dans la délimitation, dans la caractérisation de ces modèles d'intervention, dans ces dispositifs éthiques, de la formation ou de l'éthique clinique. Cela dit, les critiques généralement adressées au comité d'éthique, c'est leur manque d'intégration dans la vie institutionnelle, c'est peut-être une délimitation trop stricte d'un certain nombre de questions, c'est parfois le manque d'objectifs précis et une relative fixité dans la forme procédurale qu'ils sont enclins à avoir.
je prends un certain nombre de précautions en formulant ces critiques, dans la mesure où, effectivement, sous l'étiquette, je dirais, comité d'éthique, on peut avoir, et aujourd'hui particulièrement, des dispositifs extrêmement divers, mais qui néanmoins restent pris assez généralement dans un type de formalisation et dans un type de procéduralisation relativement formelle. Et donc, c'est par rapport à cette forme de la réflexion éthique que, d'une certaine manière, s'est développée l'éthique clinique comme remise en cause de cette relative extériorité des comités d'éthique, tant du point de vue de la vie institutionnelle que de la composition, remise en cause par un certain nombre de soignants, particulièrement de médecins, voulant se réapproprier d'une certaine manière la réflexion éthique. Alors cette éthique clinique elle-même a connu un certain nombre de développements extrêmement divers sur ses formes et sur ses procédures, en passant et reprenant la figure du comité ou du consultant en éthique. Mais il est assez significatif de constater que progressivement, cette démarche éthique clinique a vu progressivement se développer des formes de démarche éthique impliquant fondamentalement les acteurs de la clinique et se menant de manière spécifique par les acteurs, physiquement d'ailleurs, dans les lieux de soins à propos de situations particulières. Alors, je vais passer vite, mais il y a un certain nombre de débats, j'imagine, ici comme en Europe, autour des formes prises par cette éthique clinique. Des collègues d'Amsterdam, notamment, développent un processus de réflexion avec des groupes qu'ils appellent Moral Case Deliberation. Donc, c'est une délibération morale à propos de cas présentés par un soignant à d'autres professionnels de l'équipe dans lequel ils examinent les dilemmes moraux posés par cette situation, aidés en cela par un facilitateur qui anime et structure la conversation éthique développée dans ce cadre-là. Et particulièrement dans ce projet, dans ce développement-là, l'idée de cette équipe d'Amsterdam, c'est de rendre possible une autonomie des institutions dans le développement de cette délibération morale sur des cas, en formant au sein des institutions des facilitateurs à la délibération morale. Ce qui est assez spécifique dans cette approche, c'est que le résultat escompté d'une telle initiative est essentiellement le développement des compétences morales des individus pris séparément ou collectivement. C'est l'objectif essentiel de cette approche, et donc de développer au maximum et d'étendre au maximum ces processus de délibération morale de telle manière à, je dirais, capaciter les individus à aborder des situations auxquelles ils sont confrontés. De ce point de vue-là, la démarche d'éthique clinique que nous menons depuis déjà une grosse quinzaine d'années à Lille a à la fois une parenté et certaines différences par rapport à cette approche. Il s'agit aussi non pas de consultation en éthique au sens strict ou d'intervention d'un comité d'éthique pour donner un avis sur des situations particulières, mais bien d'une démarche réflexive avec des équipes à partir de situations passées. Et là on rejoint la discussion entamée précédemment, sur une base, je dirais, initialement, d'une approche essentiellement narrative de l'éthique. Et cette approche narrative, effectivement, est à mettre en lien avec ce que je vous ai dit sur cette notion de déstabilisation de l'éthique, c'est-à-dire qu'effectivement, cette méthodologie ou cette manière de développer la réflexion éthique semblait aux initiateurs de cette méthode la plus productive du point de vue de la possibilité de faire émerger un certain nombre d'enjeux et de significations liées à des situations éthiques. Et en cela, effectivement, cette méthode a déplacé progressivement
la question d'une éthique de la décision vers une éthique de l'action et même une éthique de la situation, pour prendre d'ailleurs l'appellation éthique contextuelle, c'est-à-dire que ce processus narratif consistait effectivement pour les différents membres de cette équipe à enrichir, et alors là c'est peut-être je dirais une différence ou une complémentarité avec ce qu'on discutait juste avant, c'est-à-dire qu'effectivement on arrive à un processus d'une certaine manière d'inter-narrativité, c'est-à-dire que les autres membres de l'équipe participant également à ce contexte viennent compléter, enrichir, confronter d'une certaine manière le récit réalisé par la personne qui est à l'initiative et qui a proposé la situation, pour construire un certain nombre, d'abord pour construire une intelligibilité de ce contexte et pointer un certain nombre d'enjeux éthiques dans ce contexte-là. Alors la modalité, je dirais, princeps de cette démarche d'éthique clinique est donc une analyse rétrospective des situations réalisées avec une équipe suivant une modalité d'1 an ou de 2 ans à raison de 4 ou 5 fois par an, de manière à véritablement déployer une réflexion du collectif de soins autour des situations. Autre caractéristique de la méthodologie, effectivement, et qui est très fort en lien avec la question de la narrativité, le compte-rendu de la réunion est le plus extenso possible, est une base tout à fait fondamentale, et d'ailleurs est travaillé comme un fil conducteur à travers les occasions de rencontres et de réflexions, et repris explicitement d'une séance sur l'autre pour construire d'une certaine manière une narrativité commune de la part de ce collectif de soins. Donc cette méthode, d'une certaine manière, est à la fois je dirais, a été pour nous longtemps à la fois un outil d'intervention, un outil de formation, puisque effectivement, à la différence d'un outil d'aide à la décision, il s'agit ici d'une démarche a posteriori qui a une visée essentiellement formative, et aussi un enjeu de recherche ou un matériau de recherche du point de vue de l'éclairage que de tels types de démarches pouvaient donner sur un certain nombre de situations ou de problématiques. Je dirais par exemple l'accueil et le triage des patients dans un service d'urgence, par exemple, qui est alors analysé à travers ce travail récurrent et progressif d'une équipe qui centre, par exemple, son attention sur la question de ce que l'équipe, en l'occurrence, appelle la fugue des patients. Fugue des patients ayant traumatisé, on parlait tout à l'heure du traumatisme, je dirais, d'un signalement. Ici, en l'occurrence, un travail a été fait autour du traumatisme de la fugue, de la disparition assez commune et assez connue de patients depuis la salle d'attente d'un service d'urgence, que ce soit à l'intérieur de l'hôpital, dans la ville ou par simple retour à la maison pour avoir assez attendu, et donc mobilise la responsabilité des soignants de manière spécifique et leur permet de réinterroger le contexte à travers lequel ce genre de problème se déroule. Alors, si vous voulez, cette méthodologie a un certain nombre d'avantages et permet de construire, je dirais, une vraie démarche avec les équipes, mais d'une certaine manière, elle suscite 2 problèmes. Un premier problème, c'est que d'une certaine manière, à, je dirais, regarder essentiellement le contenu de leur action et à réinterpréter le contenu de leur action, d'une certaine manière, la démarche en arrive à quasiment objectiver pour les participants cette action qu'ils ont pour objet, qu'ils ont pour démarche de réfléchir. C'est une espèce de paradoxe puisque, effectivement, il s'agit essentiellement d'eux. Ils font une démarche réflexive consistant à se regarder agir et d'une certaine manière, cet agir devient un objet de réflexion plus que un enjeu pratique pour elles. Et donc, on peut déceler à travers cette approche
pour reprendre un vocable un peu technique, sémantique de l'éthique, c'est-à-dire lié à l'élaboration d'un contenu éthique plutôt que d'une démarche éthique, une forme d'objectification de l'agir et d'une difficulté à imaginer comment prolonger et déployer concrètement, d'avoir une actionnabilité d'une certaine manière du savoir produit à travers une telle démarche. Et par ailleurs, effectivement, très vite, effectivement, une démarche comme celle-là d'analyse contextuelle se heurte à toute une série de mécanismes institutionnels au sein duquel l'agir de ces collectifs est pris, et donc ouvre la porte ou semble nécessiter de s'ouvrir à l'interrogation sur toute une série d'enjeux institutionnels que génère cette réflexion, cette réflexivité sur la pratique. Alors, sur le plan de l'évolution des modes d'intervention, la littérature a assez bien documenté ce phénomène. Aujourd'hui, l'éthique clinique, telle que je vous l'ai décrit ou dans d'autres formes, est relativement mise en cause comme un dispositif insuffisant pour avoir une véritable effectivité dans la transformation des pratiques. Et donc, on a vu se développer un mode d'intervention qui est relativement privilégié aujourd'hui, qui est l'idée de programme d'éthique, c'est-à-dire justement de la proposition de différents types d'activités qui peuvent ou dont on imagine qu'elles permettent de développer une complémentarité et une inscription plus large et plus complète dans l'institution. Il s'agit assez généralement, et ici on est au point d'inflexion de ce que je souhaite vous dire, mais je pense qu'il faut que je fasse assez attention à mon temps de parole, cette inflexion entre ce qu'un certain nombre ont appelé une éthique intégrée par rapport à l'idée ici que je voudrais défendre d'une éthique intégrative ou d'une démarche éthique de type intégrative. L'éthique organisationnelle, au sens où elle est définie par beaucoup d'auteurs américains, présente précisément un schéma d'éthique ou d'une démarche éthique intégrée, mais notamment en segmentant les préoccupations éthiques dans l'institution en éthique clinique, éthique professionnelle, business ethics, par exemple, dans les organisations aux États-Unis, et je dirais, pensant une forme de rationalisation de la démarche éthique aux confins, par exemple, un comité de pilotage qui chapeaute les différents comités responsables de ces différents segments d'activité, qui pourrait intégrer ou produire une conception intégrée de l'éthique dans l'institution. Ce que nous avons développé à la suite, dans la foulée des insuffisances de l'éthique clinique dont je vous ai dit quelques mots précédemment, ce serait plutôt, à travers cette même idée de programme, l'idée d'une démarche intégrative de l'éthique au sein de l'institution. Et donc permettant de développer et d'interroger le programme éthique lui-même à partir de sa propre activité. Alors, il y a, je dirais, dans le contexte français, pour en dire deux mots, une relative opportunité quant au développement ou quant à une certaine créativité par rapport à ces dispositifs éthiques, parce que, étant donné un certain positionnement par rapport à l'éthique médicale et la bioéthique, qui a été jusqu'à ces dernières années uniquement réglé par le droit, très tôt d'ailleurs par le droit, parce que considéré avec de bons arguments comme une question essentiellement démocratique, avec une méfiance un petit peu congénitale par rapport à la notion d'éthique et d'expertise éthique et d'intervention en éthique, en considérant que ces questions devaient être, je dirais, traitées et tranchées par la voie démocratique et donc par le droit, laissant d'une certaine manière un vide quant aux autres types d'initiatives en matière d'éthique et une possible créativité, ce qui a donné notamment lieu au développement de ce que vous avez sans doute entendu appeler les espaces éthiques, qui ont été développés essentiellement autour de l'AP-HP de Paris, donc l'ensemble hospitalier de Paris. Et comme vous l'entendez, cette notion est une vision plus émergentiste de l'éthique, c'est-à-dire de créer les conditions pour que les personnes puissent investir un espace éthique, au même sens où Habermas a pu parler d'un espace public pour discuter les questions éthiques.
laquelle version s'oppose, je dirais, et il ne faut pas faire une opposition trop caricaturale, plutôt à la notion de comité d'éthique, qu'on pourrait qualifier plutôt d'une démarche volontariste, c'est-à-dire, je dirais, d'une formalisation par l'institution d'une certaine forme de travail et de réflexion éthique. Et donc, d'une certaine manière, aux confins de ces deux formes un petit peu idéales, typiques, si je puis dire, et un peu caricaturées, a pu se développer l'idée de programme éthique qui a d'une certaine manière été soutenue par le fait qu'aujourd'hui, la haute autorité de santé qui édicte les normes d'évaluation de la qualité intègre un item consacré à l'éthique sans plus d'exigences formelles et procédurales que l'injonction aux institutions de faire de l'éthique en identifiant un certain nombre de thématiques significatives, mais en laissant une très très grande liberté aux institutions sur la forme que peut prendre cette initiative. Et donc dans ce cadre, effectivement, se développe une grande créativité sur les différentes formes que peut prendre dans les institutions la démarche éthique. Alors, si vous voulez, je dirais, la manière dont ça s'est développé au niveau de l'institution universitaire dans laquelle on intervient préférentiellement, mais aujourd'hui on fait ce travail avec d'autres institutions et plus tout à fait de la même manière que ce que je vais vous exposer rapidement ici, ce programme d'éthique, ça n'est rien de extrêmement original d'une certaine manière, au départ en tout cas. Donc, a été conçu à l'époque, en 1995, comme étant un programme construit sur base de l'idée d'une insuffisance de l'éthique clinique comme seul type d'activité éthique, auquel a été ajouté des groupes thématiques se voulant transversaux au sein de l'hôpital et une formation à l'éthique du personnel paramédical. Par ailleurs, et ce qui est peut-être un peu plus original dans la forme et dans la gouvernance, si vous voulez, de ce dispositif, c'est qu'il ne s'agissait pas, dans ce dispositif, d'avoir un comité d'éthique, mais d'avoir une cellule d'animation à la réflexion éthique. Ici intitulée, pour reprendre dans l'acronyme la notion de CARE, donc qui est un lieu d'interface, d'une certaine manière, entre les activités éthiques et la vie de l'institution, avec une forme de représentation, je dirais, la plus représentative possible. En tout cas, c'était la détermination initiale de cette initiative, et qui, d'une certaine manière, joue un rôle d'interface tant à l'égard de l'institution qu'à l'égard des différentes activités du programme. Donc, jouant un rôle d'interface entre les activités d'éthique clinique, les activités des groupes thématiques et les activités de formation. Et donc, on a vu aussi, progressivement, on a vu de cette manière-là, progressivement, se transformer ce programme. Et notamment par l'ajout d'une forme de groupe désigné par le programme et par cette cellule du programme, groupe institutionnel. Parce que les groupes initiaux, thématiques et cliniques, ont débouché sur la volonté ou la nécessité de prolonger leur réflexion et de trouver des points d'impact et de formalisation de la réflexion qu'ils avaient pu mener essentiellement sur des situations cliniques de manière plus institutionnelle, d'où la notion de groupe institutionnel. Et ce changement, cette adjonction d'un nouveau type de groupe, a de manière rétroactive eu un effet sur le type de positionnement que cette cellule d'animation à la réflexion éthique a eu dans le dispositif. C'est-à-dire que cette notion d'interface qui, d'une certaine manière, était mise en exergue de manière un peu formelle dans un premier temps, est devenue quelque chose de beaucoup plus effectif, parce que, d'une certaine manière, les groupes ont pris l'habitude d'interpeller cette cellule sur les suites et le devenir possible des réflexions. Alors et je vais aller très vite puisqu'il me reste 5 minutes. Donc, si vous voulez, à travers ce mouvement, on a pu voir et on a pu interpréter la nécessité, si vous voulez, d'une déformalisation du programme tel qu'il avait été conçu initialement, et la transformation et la nécessité d'une transformation progressive de ce dispositif.
Effectivement, on peut réinterpréter, et je vous ai passé une grande partie théorique que j'avais l'intention de vous communiquer, on peut interpréter l'évolution des théorisations en éthique médicale ou en éthique clinique essentiellement, selon ce même schéma, consistant à faire évoluer d'une certaine manière la représentation même de ce qu'était l'éthique, en passant progressivement et en développant d'une certaine manière l'attention, en déplaçant l'attention du contenu vers le dispositif et les enjeux entre les acteurs. Et donc, on peut, je dirais, attester là d'une nécessité, d'une forme de pragmatisation de la réflexion éthique, donc d'une complémentarité entre cette réflexion sur le contenu et le dispositif permettant d'élaborer ce contenu, se manifestant jusque dans la déclinaison du programme. Et donc, l'exemple sur lequel cette dynamique a le mieux fonctionné, et j'en terminerai là-dessus et on pourra discuter d'autres choses et des aspects ou théoriques ou plus pratiques par la suite, c'est celui de la fonction gériatrique. Cette thématique a émergé comme étant une préoccupation après ce qu'on a appelé l'épisode de la canicule en France en 2003, où sont décédés un certain nombre de personnes âgées, mais concomitamment, elle jouxtait une évolution et une prégnance, je dirais, générale de la présence des personnes âgées à l'hôpital, le développement, je dirais, de la spécialité gériatrique qui en France était encore balbutiante il y a une dizaine d'années, et a, je dirais, généré une véritable mobilisation autour de cette question du soin et du respect de la personne âgée à l'hôpital. En transformant les modalités de travail de ces groupes thématiques, les acteurs eux-mêmes proposant de ne plus travailler ce qui était la modalité antérieure sur des articles, sur des réflexions théoriques autour des droits du patient, de l'autonomie, que sais-je, mais bien de travailler à travers leur propre expérience de l'enjeu gériatrique, de la fonction gériatrique au sein de l'institution. Et ce groupe s'est soldé par un certain nombre de demandes assez explicites et assez intéressantes du point de vue de notre enjeu organisationnel. Un, d'avoir une formation sur les enjeux existentiels du vieillissement, c'était comme ça que c'était formulé, pour dépasser, je dirais, une forme de convivialité un peu convenue ou d'empathie un peu convenue avec les personnes âgées, mais bien de pouvoir rentrer fondamentalement dans les enjeux que constituaient pour eux le vieillissement, les phénomènes de déprise, les réarticulations familiales, etc., que générait cette problématique. Une inscription dans les projets de service de l'enjeu gériatrique plutôt que d'une externalisation et uniquement dans un service spécialisé pour la population la plus âgée, et une demande de réflexion et de participation au débat sur la structuration de la fonction gériatrique au sein de l'hôpital. Alors, cela s'est traduit je dirais, par deux choses. D'une part, effectivement, la cellule d'animation à la réflexion éthique a transformé de manière assez intéressante et pragmatique cette demande de formation sur les enjeux existentiels du vieillissement à travers un dispositif intrinsèque à l'institution dans une formation à l'interprofessionnalité pour les étudiants à partir des services dans lesquels les personnes âgées étaient prises en compte. Et d'autre part, le développement de cette réflexion s'est encastré dans le développement de ce qu'on a appelé, ou de ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a une labellisation en la matière, la filière gériatrique au niveau hospitalier français. Et donc, progressivement, à travers cette réflexion-là, il y a eu une intégration de la démarche éthique et de la réflexion éthique au sein du groupe de pilotage de cette filière gériatrique, avec un certain nombre d'interrogations sur les finalités de cette filière gériatrique. Le débat étant, est-ce que cette filière gériatrique a essentiellement pour objet, je dirais, de renforcer la file active de l'hôpital, ou une véritable adéquation de la prise en charge et du caractère transitionnel, pas toujours, mais transitionnel de l'hôpital aigu pour la personne âgée. Et en demandant alors de mettre en place des groupes d'éthique clinique permettant de vérifier les effets de cette filière gériatrique dans les pratiques concrètes. Et donc là, on arrive véritablement
et j'ai passé les aspects plus théoriques, à une forme de gouvernance réflexive de la réflexion éthique dans l'hôpital. Alors quand je vous le présente comme ça, c'est un tout petit peu rose comme affaire, parce que un grand bémol de cette affaire-là, c'est effectivement que le comité de pilotage de cette filière gériatrique est encore un espace intermédiaire relativement fragile dans l'hôpital, contesté d'une certaine manière par les soignants, par un certain nombre de soignants, mais qui permet en tout cas un véritable enchâssement d'une démarche éthique qui reste, je dirais, inscrite dans les pratiques à partir d'une réflexion d'éthique clinique, mais qui permet un apprentissage sur les modalités de développement de cette filière au niveau de ce comité de pilotage. Et donc il y a là un rapport intéressant et une possibilité d'institutionnalisation réflexive, pour autant qu'effectivement cette démarche permette à la fois de renforcer les capacités réflexives des acteurs dans le cadre des dispositifs de réflexion sur les situations, et une adaptation de ce comité de pilotage à la question éthique qui est posée dans ce cadre-là. Voilà pour une illustration un peu rapide de ce que peut être cette, je dirais, déformalisation, pragmatisation réflexive d'un programme éthique d'une certaine manière qui se transforme en fonction des enjeux qu'il rencontre au sein de la pratique. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe pour cette présentation. Il y a beaucoup de questions qui émergent. J'en ai une. Travaillant présentement dans un établissement de santé avec un projet de recherche, je rencontre beaucoup de résistance et j'aimerais énormément t'entendre parler de cet espace intermédiaire que tu as appelé la gouvernance éthique qui est en train de se créer dans l'hôpital. Et tu as mentionné des résistances, mais d'où viennent ces résistances? Ça, c'est ma première question. Et s'il y en a, est-ce qu'il y a des enjeux identitaires, professionnels, que tu perçois dans le projet que vous menez, ce soit par le biais de ces cellules d'animation éthique que vous mettez en place? J'aurais aimé t'entendre préciser peut-être plus quel personnel soignant est impliqué. Est-ce que c'est vraiment des collaborations interprofessionnelles qui font partie de ça et comment ça se passe? Juste un peu plus et me dire si tu as une collaboration interprofessionnelle, s'il y a une présence d'enjeux identitaires dans ce groupe. Alors, enjeu identitaire, certainement. Alors, sur le plan du terrain, il y a une véritable mobilisation. Il y a eu une véritable mobilisation, tant sur le plan, je dirais, de l'éthique clinique au sens strict, que sur le plan de l'espace intermédiaire que constitue la cellule d'animation à la réflexion éthique, ou de ce nouvel espace intermédiaire que constitue ce comité de pilotage de la filière gériatrique, qui présente l'intérêt d'être plus directement encastré dans la vie concrète de l'institution. Alors, sur le plan de cet espace intermédiaire, je dirais, il y a clairement une présence interprofessionnelle, peut-être pas aussi riche, et ça a été une des richesses et une des transformations importantes, ou une des conditions des résultats obtenus du point de vue de la demande qui avait été formulée par ce groupe à la cellule de réflexion éthique et puis adressée à l'institution. Parce que dans les groupes de base, si je puis dire, la représentation professionnelle était extrêmement diverse, depuis les gériatres jusqu'aux agents de services hospitaliers, et qui avait pu avoir une véritable place et donner lieu à la découverte pour les autres professionnels de l'intérêt de leur expertise et de leur expérience sur les pratiques, y compris dans leur position extrêmement subalterne, si je puis dire, dans la hiérarchie de l'hôpital. Au niveau de la gouvernance, je dirais, de la filière gériatrique, la pluralité existe aussi, de manière moins large, mais en tout cas entre médecins de différentes catégories et professions paramédicales aussi. Peut-être pas aussi étendue que dans l'autre.
Alors ça crée effectivement des tensions et ça ne permet pas nécessairement, de faire remonter ou de prendre en compte, je dirais, d'emblée toutes les questions. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'il y a une connexion reconnue et valorisée entre la coordination ou la coopération, il faudrait savoir et analyser de plus près, qui se joue dans ce comité de pilotage de la filière, et l'apprentissage que cette filière peut, dont cette filière peut bénéficier à travers les groupes, ici intitulés, alors je vous passe un peu sur les détails, d'Intervision, qui alimentent cette filière sur la question notamment de la finalité de la filière. Mais je n'ai pas bien compris la question sur la question des résultantes ou de... Résistance. Je me demandais s'il y avait eu des résistances par des corps professionnels, même est-ce que quand tu dis qu'il y a une représentativité, il y a, j'imagine, des gestionnaires de proximité que vous appelez en France plus? Est-ce qu'il y a la présence gestionnaire? Tu as parlé des médecins, il y a des infirmières, j'imagine. Alors effectivement, au niveau du pilotage de la filière gériatrique, dont l'enjeu est aujourd'hui pour l'hôpital une labellisation et peut-être à terme, ça n'est pas très précis, une manne financière supplémentaire en cas de reconduction de cette labellisation, je dirais la prise au sérieux par les différents corps professionnels de ce lieu comme lieu de coordination et d'interaction est relativement mitigé. Et le cadre intermédiaire supérieur qui gère d'une certaine manière cette instance a effectivement, je dirais, des difficultés à faire comprendre et admettre l'intérêt de cette coordination à travers une filière aux différents professionnels qui ont tendance à revenir sur une segmentation de leur perspective. Mais d'une certaine manière, une des questions aujourd'hui très sensible en France, c'est la question de la sortie de l'hôpital. Je dirais l'alimentation que ce groupe peut avoir des comptes rendus de l'analyse des situations cliniques, en particulier des situations de sortie ou de sortie difficile, renforce, je dirais, l'adhésion et la motivation des participants et l'intérêt pour les participants de cette instance-là. C'était très intéressant de voir comment, à travers les distinctions anciennes, tu es arrivé à établir comment on appelle ça, oui, la gouvernance éthique, les programmes éthiques qui débouchent des espaces éthiques et avec en lien avec la notion d'éthique intégrative. Cette modélisation-là, finalement, est-ce que c'est votre groupe qui le porte? Est-ce que c'est toi qui le promeut au niveau, on va dire, est-ce que qui c'est qui réclame cette démarche en fait officiellement ou scientifiquement? Alors effectivement, je pense que cette promotion se joue à différents niveaux du programme. Depuis, et de manière en partie différente suivant les niveaux. Depuis les groupes plutôt d'éthique clinique ou d'une certaine manière où il y a eu une demande en termes d'évolution des modalités de réflexion sur une série de situations, particulièrement quand même et ça fait partie d'une espèce de crise permanente assez difficile à gérer au niveau de la cellule d'animation à la réflexion éthique, qui d'une certaine manière est obligée à l'intérieur de ce programme de réviser de manière assez constante ses modalités de fonctionnement. C'est-à-dire par exemple la composition est en permanence une question qui est mise sur la table. Par exemple avec la question de la formation
qui a lieu entre les services et les étudiants, il y a eu, c'est donné d'évidence la nécessité d'intégrer dans cette cellule des représentants d'instituts de formation, par exemple, ce qui n'était pas le cas au départ, des modalités de travail avec l'institution et des modalités d'interpellation réciproque entre l'institution et cette cellule-là. Et puis effectivement, en dernière instance, et là, effectivement, c'est la question de notre intervention dans le processus qui se pose. Nous sommes effectivement porteurs de ce type de vision et tendons à rendre attentif le dispositif à l'importance de se réfléchir en tant que dispositif dans le contexte dans lequel il est appelé à se développer. Mais ça permet, par rapport à notre question d'intervention, aussi de décaler un tout petit peu la question de l'intervention en considérant que, d'une certaine manière, l'intervention, c'est le dispositif. Alors, ça n'élimine pas complètement la question de l'intervention, mais ça relativise, d'une certaine manière, la position que nous avons dans le dispositif comme intervenant. En pouvant d'ailleurs, ou en devant d'ailleurs réfléchir au type d'intervention que nous pouvons avoir ou qui est utile pour le processus. Par exemple, il arrive de plus en plus fréquemment qu'on intervienne avec d'autres disciplines, qui soient la science de la communication ou des psychologues, par exemple, dans les processus de réflexion éthique qui sont mis en œuvre au sein de ce programme. Tout d'abord, merci pour votre tour d'horizon. Il y a un parallèle qu'on peut faire avec l'autre côté de l'océan, dans le processus de l'évolution des comités d'éthique clinique, etc., sauf le dernier élément qui m'apparaît très novateur. J'ai encore la difficulté à comprendre quelle est la production éthique là-dedans. En termes, si on part à partir de l'exemple des patients, de la sortie des patients âgés de l'hôpital, quel genre de contribution vous avez concrètement qui va venir influencer soit les pratiques, apporter un sens nouveau, etc., dans l'établissement et qui va changer ou améliorer les pratiques organisationnelles ou cliniques autour des gens âgés qui viennent temporairement à l'hôpital et qu'on veut relocaliser à la maison? Est-ce que... Alors, par rapport à ce processus-là, je pense que la production la plus aboutie, c'est la mise en place de ce processus de formation des étudiants des différentes écoles de santé, couplé à un processus de formation à l'interprofessionnalité dans les services qui accueillent ces sessions de formation. Donc, en fait, pour être tout à fait concret, ces sessions de formation portent, ou la commande ou la demande qui est faite à un groupe d'étudiants qui sont en stage dans ces services est dans une session dédiée à cela, de formuler une lettre de sortie pour les patients. Et donc, le service est à la fois un lieu de développement d'une réflexion sur l'interprofessionnalité et la question de la sortie, par rapport auquel les étudiants sont amenés à développer et à faire cet exercice d'une lettre de sortie. Donc là, essentiellement, comment dirais-je, le résultat, c'est la formalisation, la relative formalisation, la formalisation d'un dispositif de formation comme résultat. La question de la sortie en tant que telle est un phénomène relativement neuf qui n'a pas encore donné, qui est en train d'être réfléchi quant à l'instrument de soutien que l'on pourrait développer pour faciliter, je dirais, ce processus de gestion de la sortie par l'hôpital dans son ensemble et qui sans doute commence déjà au moment de l'accueil des patients à l'hôpital en devant être anticipé largement pour la sortie à venir. Finalement, deux choses. Votre clientèle, c'est plus les étudiants, pour ainsi dire, que finalement les intervenants sur les unités de soins. Et deux, quel est le discours éthique
en trame de fond derrière tout ça qui émerge, qui est partagé dans l'établissement? Alors, j'y ai passé un peu vite et c'est issu essentiellement, en ce qui me concerne pour formuler la réponse, de cette recherche initialement faite sur le droit médical et les personnes âgées. Alors il y a effectivement une espèce de mise en abîme dans ce cadre-là, et la trame de fond du discours éthique, c'est la nécessité en vue, et on revient à la question de la participation sociale ou de la capacitation des patients, cette capacitation des patients, c'est-à-dire la possibilité non pas d'une affirmation formelle de l'autonomie, mais la création des conditions d'une possibilité réelle pour les patients et leur entourage de pouvoir prendre des décisions dans ce cadre-là, doit être l'objet d'un processus d'apprentissage de la part de l'équipe de soins qui entoure ces patients. Donc la meilleure manière de créer les conditions d'une véritable capacitation de ces patients, donc de la possibilité de réfléchir pour ces patients aux finalités qu'ils poursuivent dans le cadre de leur prise en charge, c'est la possibilité pour l'équipe elle-même d'ouvrir et de développer la réflexion quant aux modalités de leur prise en charge. D'une certaine manière, il y a une mise en abîme entre, je dirais, l'enjeu pour le professionnel et l'enjeu pour l'intervenant en éthique, puisqu'effectivement, disons que pour répondre directement à votre question, la trame éthique ou le discours éthique sous-jacent, c'est la nécessité d'un processus d'apprentissage de la part du professionnel en vue de construire les meilleures conditions possibles à la capacitation du patient. Oui, mon interrogation va à peu près dans le même sens, je la formulerai peut-être autrement. Il y a quelque chose qui continue de me paraître compliqué, c'est comment une injonction institutionnelle à faire de l'éthique, via l'invitation à mettre en place des dispositifs, quels qu'ils soient, même si le référentiel est vague, hein, tu le disais, pour la HAS. En quoi donc l'injonction à faire de l'éthique peut-elle être reçue par les intéressés, professionnels, patients, etc., comme ayant réellement une portée éthique dans un contexte où toutes les injonctions de la Haute Autorité de Santé visent à la redéfinition de la gestion du soin par une rationalisation de moindre coût. Pour le dire encore autrement, je suis extrêmement sceptique sur toute forme d'investissement éthique qui procéderait d'une impulsion venant de l'institution et non pas d'une résistance venant des acteurs de terrain soucieux d'établir d'autres types de rapports sociaux, quoi. Donc voilà, je voudrais ton avis là-dessus parce que je suis assez sceptique. Il y a quelques temps de ça accompagné un programme qui avait donné lieu à une signature de convention entre le ministère de la Culture et le ministère de la Santé. Et l'idée, c'était d'introduire dans les services hospitaliers de la culture à l'hôpital. Pas de la culture genre animation, de la culture avec un grand C. Donc des orchestres symphoniques, alors un orchestre symphonique vient faire un concert et les patients sortent avec leurs bouteilles, etc. Des situations complètement surprenantes, quoi, hein. Dans des centres, dans des services de soins palliatifs, des danseurs qui entrent et qui entrent dans les chambres, c'est des choses très très surprenantes. Convention, donc une injonction ministérielle à faire des trucs de ce genre-là. Les résistants étaient tous les professionnels qui considéraient qu'en grosso modo, on venait casser leurs pratiques, qu'on venait empiéter sur leur territoire, que les cultureux n'avaient rien à faire dans ces espaces-là. Alors que, manifestement, l'intention de ce dispositif, c'était de redéfinir les rapports sociaux dans une institution pour les humaniser, pour aller vite, en quelque sorte, hein, pour ne plus faire de ces institutions des espaces de reclusion, en quelque sorte. Bon. Et on était dans un grand paradoxe d'avoir comme résistants, comme des opposants, ceux-là même qui auraient peut-être eu intérêt, à partir de l'idée qu'on peut en avoir, de modifier finalement leur rapport de travail. Et je crois que l'une des responsabilités, c'est justement qu'il y avait une injonction institutionnelle à le faire, quoi. Alors, je me demande si l'institution n'est pas de toute façon irrémédiablement, dans son appel à l'éthique, un obstacle à l'éthique, quoi. Alors, je dirais les deux choses. Enfin, il me semble que les deux choses sont vraies à la fois. C'est-à-dire effectivement que la manière de réassumer cette injonction
de la part des institutions peut être très... alors peut être n'importe quoi dans la mesure... Enfin, peut être très différente et très ouverte dans la mesure où l'injonction est à peu près aussi ouverte que le fait de dire qu'il y a lieu de faire de l'éthique. Et donc, cela, effectivement, est déjà, est d'une certaine manière déjà un problème du point de vue que tu soulignes. Même si je pense que l'intérêt de ce dispositif quasi vide fait que la plupart des interlocuteurs n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire pour le faire. Et que ce vide-là crée un espace pour, je dirais, une relative ouverture sur la manière d'envisager comment le faire. Mais le fait, là où je te suis tout à fait, le fait que ça prend place dans un dispositif qui, par ailleurs, a les caractéristiques qu'il a, et dans d'autres domaines est extrêmement formalisé en termes d'indicateurs et en termes de type de réponse attendue, je dirais, décolore ou contamine d'une certaine manière ce processus-là. Mais par ailleurs, le fait qu'il reste ouvert permet différents types de choses. Par exemple, d'ouvrir la porte à ceux qui voudraient faire quelque chose, d'une certaine manière. Et sans très bien savoir, du point de vue de l'institution, s'il faut les laisser faire ou pas, comment ça va pouvoir se traduire, etc.